De toutes les expériences sociales menées sur Internet, il y en a qui dépassent toutes les autres par leur absurdité et leur efficacité. Des expériences qui, à elles seules, prouvent que sur Internet, on peut vendre absolument n'importe quoi. Vous pensez que les gens réfléchissent avant d'acheter un produit? Vous pensez que le bon sens l'emporte toujours sur l'impulsion? Détrompez-vous. Ce dont on va parler aujourd'hui va littéralement remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur le commerce en ligne et sur la psychologie des consommateurs. Lorsqu'on parle d'expériences de ce type, le premier à l'avoir utilisé est l'histoire assez connue de la Million Dollar Homepage, un site web créé en 2005 par Alex Tew, un étudiant britannique. Pour ceux qui ne connaissent pas, le concept est tout simple. Il a mis en vente 1 million de pixels sur une page web au prix de 1 dollar par pixel et a réussi à tous les vendre. Mais même si de nombreuses personnes s'accordent à dire que Alex Tew est le fondateur et le déclencheur de la vente absurde, si on peut dire, je ne suis pas réellement en accord avec cette vision. Car cela revient à dire que la pub est dénuée de sens pratique, ce qui est évidemment pas le cas. Non, aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience plus tardive, mais qui sort significativement du lot par le succès et les conséquences de son expérience. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jeff Viaski. Ah. Jeff Wysocki. Donc, notre homme est un artiste et humoriste américain né le 2 avril 1982 aux États-Unis. C'est assez tôt qu'il décide de se tourner vers le numérique pour fonder en 2010 le site web plintedjames.com. Et je sais pas comment on dit non plus, et qui est dédié à la création et au partage de contenus humoristiques, notamment des images et des bandes dessinées. Ce site a rapidement gagné en popularité, atteignant plus de 6 millions de pages vues par mois. C'est son premier succès. En 2015, cherchant à explorer de nouvelles formes d'expression humoristique, Viaski a initié le projet Obvious Plan. Le concept consiste à créer et à placer dans des lieux publics des objets, des affiches ou des produits fictifs conçus pour ressembler à des éléments authentiques mais comportant des messages absurdes comme par exemple un manuel d'instruction pour élever un dragon ou des figurines d'action comme l'homme en t-shirt. Voilà. Et je vous laisse avec un petit défilé de ce qu'il a fait de loufoque avec cette expérience. Certaines ont d'ailleurs montré d'autres réalités plus dures, comme la fois où il a mis des annonces de colocataires avec des critères complètement absurdes. Doit aimer un serpent, car il y en a beaucoup dans l'appartement. Doit être capable de cuisiner uniquement avec un micro-ondes. Ne peut parler qu'en vers de Shakespeare entre 18 et 22 heures. Et malgré ça, certaines personnes ont réellement envoyé des demandes pour en savoir plus sur la chambre disponible, ce qui montre à quel point les gens peuvent être prêts à tout pour un logement abordable. Mais étonnamment, ces boutiques physiques vont rencontrer un succès immédiat. C'est alors qu'il va flairer un bon moyen de rentabiliser son concept et va donc entreprendre de créer une boutique en ligne pour vendre ses objets, et dès sa mise en marche, c'est un carton, car en l'espace de quelques jours, ce site va exploser. Des centaines de commandes affluent, des objets sans aucune utilité se vendent comme des petits pains, et le pire dans tout ça, c'est que personne ne semble remettre en question ce qu'il achète. Jeff Kvaski va donc diversifier ses objets en rajoutant des nouveaux pour avoir aujourd'hui des centaines d'articles en vente comprenant plus de la moitié des objets en sold out avec des prix qui ne sont pas donnés. Ce phénomène va alors attirer les opportunistes qui vont conduire à plusieurs autres expériences similaires qui ont montré à quel point les consommateurs peuvent être manipulables. Par exemple, l'expérience de l'acheteur anonyme sur eBay. Un internaute a mis en vente aux enchères une simple feuille de papier blanche avec une description vague sur eBay. Résultat, la feuille s'est vendue pour plusieurs centaines de dollars. Oui, vous avez bien entendu, plusieurs centaines de dollars. Mais avant de vous jeter sur la feuille pour la mettre aux enchères, essayons de trouver les raisons de ces achats. Car même si l'humain agit parfois sans aucune raison valable,
il y a quand même pas beaucoup de monde qui oserait mettre des centaines de dollars dans un simple bout de papier, et en effet, plusieurs facteurs peuvent potentiellement expliquer ces phénomènes. Car vous allez voir que sur internet, il suffit de bien présenter quelque chose pour que des milliers de personnes l'achètent, peu importe ce que c'est. Car dans ce type de vente, différents facteurs sont utilisés pour créer cet engouement que je vais présenter. En premier, le biais de rareté. Et oui, un produit qui semble en quantité limitée ou disponible pour une durée restreinte devient immédiatement plus désirable. L'internaute sur eBay n'a mis en vente qu'une seule feuille de papier et sur le site Obvious Plant, les produits sont gardés en sold out à l'écran pour accentuer ce sentiment de rareté. Nous avons aussi la gratification instantanée. Acheter en un clic sans réfléchir est devenu la norme, renforcée par les interfaces conçues pour faciliter l'achat compulsif. Et bien sûr aussi l'originalité des produits qui est largement utilisée par ce type de vente pour attirer du monde. Mais en regardant, on peut placer le troisième et le premier critère ensemble et se rendre compte que pour ces expériences, c'est ce critère précis qui leur donne le succès. Mais comment ça se fait que quelque chose de rare, même inutile, attire autant ? Enfin, la question peut paraître bête, mais je ne vois pas dans quel cas ça nous est utile, dans une quelconque survie, car oui, chaque réflexe que nous ne contrôlons pas est fait pour maximiser notre chance de survie. Mais là, je ne comprends vraiment pas. Mais tout d'abord, j'aimerais vous montrer quelques études menées à ce sujet pour tenter de répondre à notre question. Par exemple, en 1984, le psychologue Robert Cialdini a mené une expérience. Dans cette expérience, des chercheurs ont présenté des bocaux de biscuits identiques à des participants. L'un contenait 10 biscuits, l'autre en contenait 2. Résultat, les biscuits dans le bocal presque vide étaient jugés plus délicieux et ayant un meilleur goût. Dans une autre expérience menée par Jacques Brem en 1966, les résultats sont similaires. Dans cette simple expérience, des enfants avaient le choix entre deux jouets identiques, et quand un jouet était soudainement retiré, les enfants le voulaient plus et le considéraient comme plus intéressant. Et en vérité, la réponse à pourquoi ces comportements est plus compliquée que ce qu'on pourrait penser. Pour ça, il faut remonter des milliers d'années en arrière, car c'est à ce moment-là que ces habitudes se sont formées. Car à cette époque, l'être humain évolue dans des environnements où les ressources essentielles à la survie, comme par exemple la nourriture ou l'eau, ou les territoires, sont limitées. Et face à cette rareté, les individus qui savaient identifier et sécuriser ces ressources avaient un avantage évolutif. C'est ainsi que notre cerveau s'est adapté à considérer ce qui est rare comme précieux, car cela pouvait signifier un accès à quelque chose d'essentiel pour la survie ou la reproduction. De plus, la rareté impliquait aussi souvent de la compétition, ce qui renforçait encore davantage la valeur perçue d'un bien difficile à obtenir, car ceux qui obtenaient ces ressources rares avaient plus de chances de prospérer, de se reproduire et de transmettre cette tendance cognitive à leurs descendants. Et c'est ainsi que la boucle est bouclée. Mais je trouve quand même que cette explication est un peu tirée par les cheveux, car en réalité, l'expérience change entre notre ancêtre qui trouve un objet rare utile à sa survie et un homme du 21e siècle qui va acheter un manuel d'instruction pour élever un dragon. On peut quand même se demander pourquoi notre cerveau nous envoie des signaux de la même importance. Mais il ne faut pas oublier que tout a une cause logique. Car si à l'inverse, ces expériences montrent une partie complètement loufoque de nos désirs, contrairement aux exemples que je viens de vous donner, il ne faut pas oublier que notre cerveau est conçu pour la survie et que l'un des concepts clés de la survie, c'est l'économie. Et l'équilibre qu'il a trouvé entre les deux, c'est justement ce que nous étudions. Car un phénomène assez récent découvert sur notre cerveau est l'utilisation de billets par celui-ci. C'est-à-dire que pour réagir plus rapidement et consommer moins d'énergie, il va se mettre à regrouper des tas de cas qui se ressemblent, dans notre exemple la rareté, pour en résulter une action qui sera par exemple l'attirance envers cette chose rare. Au lieu de faire du cas par cas qui est certes plus précis, mais beaucoup plus lent et énergivore, ce qui réduit le pourcentage de survie. Et voilà pourquoi certaines de nos pulsions nous semblent complètement dépourvues de sens,
alors que la seule raison, c'est la survie. Mais si ces expériences sociales prouvent que l'on peut vendre n'importe quoi, elles soulèvent aussi des questions cruciales sur l'avenir du commerce en ligne. Car avec l'émergence de l'intelligence artificielle et des algorithmes ultra personnalisés, la manipulation des consommateurs pourrait devenir encore plus efficace et invisible. Demain, il est possible qu'un site e-commerce sache exactement quel produit vous montrer, à quel moment et sous quelle forme pour maximiser vos chances d'achat. Le marketing deviendra de plus en plus ciblé, rendant la frontière entre le désir et manipulation encore plus floue. Et, après avoir eu une pensée pour les malheureux acheteurs de l'eau de bain de Nabila, la question que l'on doit se poser, c'est: sommes-nous réellement maîtres de nos achats? Ou sommes-nous simplement des marionnettes d'un système conçu pour nous pousser à dépenser sans réfléchir? Mais évidemment et heureusement, nous sommes encore libres de nos désirs et un site e-commerce ou un autre ne peut pas encore nous imposer un achat. Mais pour combien de temps encore? Et ce qui est certain, c'est que cette expérience a prouvé une chose: sur Internet, tout peut se vendre, absolument tout. Et la prochaine fois que vous verrez une publicité pour un objet dont vous n'avez jamais entendu parler avant, mais que vous ressentez soudainement le besoin d'acheter, demandez-vous une chose: est-ce vraiment vous qui avez décidé ou est-ce simplement une illusion bien orchestrée? Bonjour à tous, je m'appelle Choc et ceci est ma première vidéo sur cette chaîne et sur YouTube tout court. Je me lance dans la création de vidéos pour vous faire plaisir et permettre à mes temps morts d'être un peu plus productifs. Je me suis forcé à mettre cette vidéo en ligne, même si je ne suis pas du tout satisfait du résultat. Mais c'est la première, dont je compte bien m'améliorer. Mais pour commencer, j'aimerais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. D'ailleurs, si vous êtes en ce moment en train d'écouter ce message, c'est peut-être que ma vidéo n'était pas si nulle que ça. Donc s'il vous plaît, pour me soutenir, likez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour m'encourager à faire des vidéos toujours meilleures. Dites-moi en commentaire ce qu'il faudrait améliorer, je prendrai en compte vos conseils. Maintenant je vous dis à bientôt, en espérant que la